Tu vois dans les films d'horreur, le mec qu'on n'écoute jamais qui dit aux autres et les mecs on devrait pas aller par là sinon on va tous crever. Bah c'est exactement ce que fait un écolo avec le reste du monde. Bonjour à tous, moi c'est Emma, Et moi c'est Paul. et aujourd'hui on va vous parler transition écologique et solidaire. Ouais, super, j'attends les abeilles. Non, alors on va essayer de voir un peu plus large, de mieux réfléchir sur le fond du sujet, et on va parler d'une vraie transition qui revoit nos modèles de société en profondeur, qui soit viable vis-à-vis des ressources de la planète. Aujourd'hui, il est évident qu'on fait peser une trop forte pression sur notre écosystème. Si on ne réagit pas, les risques vont quand même être assez nombreux et ça commence déjà à poindre. Extraction animale, montée des eaux, migration climatique. Enfin bon, ça peut vite être le bordel. Et donc c'est pour ça que c'est la société dans son ensemble qui doit se mobiliser et changer de trajectoire pour répondre aux défis du changement climatique. C'est pas juste genre trier ses déchets et faire pipi sous la douche, il va vraiment falloir prendre des mesures fortes et impactantes. Et donc du coup ça passe par la participation des citoyens et des pouvoirs politiques pour pouvoir répondre à la crise climatique qui nous impacte aujourd'hui. Et de ce côté-là, en France, le dialogue entre les pouvoirs publics et la société est pas hyper au point. La crise des gilets jaunes a mis en lumière vraiment cette rupture. Bon, et au cas où vous l'auriez oublié, entre deux confinements, en 2018, on a eu une vague de contestations inédite en France depuis des années. Ça montait sur les ronds-points, ça envahissait les Champs-Élysées. Tous les week-ends, pendant près d'un an, il y avait vraiment de la contestation et de la revendication. Et pour cause, tout est parti de l'augmentation de la taxe sur le carburant, autrement dit TICPE. Bien que cette taxe puisse être une mesure visant à réduire indirectement la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, et donc une mesure qui pourrait être favorable à l'environnement, elle touche de manière inégale les différentes parties de la population. Elle fragilise les plus précaires qui n'ont pas d'autre solution pour se déplacer que de prendre leur voiture. C'est taxé pour inciter à ne pas se déplacer en voiture sans proposer d'alternatives plus durables. Cette taxe sur le carburant, la goutte de trop, a fait exploser la paix sociale en novembre 2018, à la suite de nombreuses réformes néolibérales et d'ajustements sur les classes les plus précaires. Le gouvernement a par ailleurs fait le choix d'une première réponse par la répression et le mépris, seule solution initialement envisagée pour calmer le mouvement. La violence policière à l'encontre des manifestants a été inouïe, avec plus de 4300 blessés selon Amnesty, dont bien 2500 côté manifestants, et la présence de groupuscules violents n'a pas arrangé les choses. Les Nations Unies, le Conseil de l'Europe ou encore le Défenseur des droits se sont inquiétés de la tournure des événements et notamment de l'usage de la force, jugé excessif à plusieurs reprises. Et c'est en quelque sorte la seconde réponse apportée par le gouvernement pour atténuer la crise, c'était s'intéresser aux problèmes soulevés au travers de toute la société. Le président a sillonné le territoire autour de conférences et de rencontres, et finalement le grand débat a déçu, parce que ça a débouché sur vraiment aucune impulsion politique. Est-ce qu'on fait l'anecdote des cartons ? T'y tiens à ton anecdote des cartons. Mais oui, parce que c'est pour montrer à quel point est-ce qu'ils en avaient rien à faire du grand débat. C'était France Télévisions qui était allé en Corrèze et notamment à Tulle, où ils avaient vu que les contributions étaient stockées dans un carton sur une étagère au 3e étage, et où personne ne les avait récupérées depuis. Et c'était pareil pour les 16 300 autres cahiers de contributions, ce qui fait que pour avoir une vue d'ensemble de tout ça, il faudrait aller faire le tour de la France. À la suite du grand débat, Emmanuel Macron décide de créer la Convention citoyenne pour le climat. Donc là, on a vraiment les prémices d'une autre mesure qui vise à inclure plus les citoyens dans les décisions. Mais cette fois, en y croyant un peu plus. L'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, répondre à une question, réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 afin d'aboutir à la loi que nous connaissons aujourd'hui, la loi climat et résilience. C'était alors une occasion unique d'expression de la démocratie, puisque le président de la République s'était engagé en personne à reprendre sans filtre les mesures proposées. Oui, alors déjà, ça semblait peut-être un peu ambitieux. Odexa signalait que 3/4 des Français avaient des doutes quant à l'application des mesures. Et là, surprise et désarroi, la loi climat et résilience, proposée par le gouvernement et votée au Sénat et à l'Assemblée nationale, ne reprend que 10 mesures réellement sans filtre. Le travail effectué par les citoyens n'est donc pas respecté. La déception et l'échec démocratique sont importants alors que le dispositif était soutenu par une majorité des Français. En effet, 81% étaient même favorables à ce que les principales propositions soient soumises à référendum. Ce n'est pas rien, et c'était vraiment le moment
pour organiser un renouveau démocratique sur ces questions. Si l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat avait été menée jusqu'au bout, nous aurions pu aboutir à des mesures citoyennes tournées vers la transition et qui auraient pu redonner à la population le goût de la démocratie. Et en parlant de goût pour la démocratie, on n'y est quand même pas vraiment. Ces taux de participation de plus en plus faibles ne se répartissent pas de la même manière au sein de la population et créent des inégalités fortes de participation politique. Alors que les classes populaires et les jeunes s'abstiennent, on retrouve les usual suspects dans les bureaux de vote, c'est-à-dire les vieux et les riches. Et si on prend l'exemple des dernières législatives, donc il y a eu 60% d'abstention. Si on rajoute à ça environ 10% non inscrits, on est à 70%. Et en bref, sur une majorité présidentielle qui s'est fait élire à 50% au second tour, on est à peu près sur un tiers des Français qui ont élu les députés, avec une majorité autour de 15-20%. Les comptes sont clairement pas bons. Il faut bien se dire que les coupables de l'abstention ne sont pas les abstentionnistes eux-mêmes. Le climat délétère qu'on évoque depuis tout à l'heure joue grandement sur le sentiment d'impuissance des citoyens. Une enquête du Cevipof de 2021 montrait que les adjectifs lassitude, morosité et méfiance revenaient de plus souvent pour qualifier la classe politique. Le niveau de confiance n'est d'ailleurs plus que de 30% pour le président et le Premier ministre, ce qui fait quand même pas beaucoup, faut bien se le dire. Et les promesses non tenues, l'opacité, l'imperméabilité des politiques, la déconnexion des élus sont les causes principales du manque de confiance des citoyens. Il faut se poser ces vraies questions plutôt que de culpabiliser les abstentionnistes. Donc en récapitulant tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, sans confiance des citoyens envers l'organisation de la vie publique, sans confiance du gouvernement dans la capacité des citoyens et sans leur participation concrète dans la gouvernance, on voit bien que la transition écologique a du mal à se frayer un chemin. Il est donc nécessaire de refonder nos modèles de gouvernance pour une transition écologique qui répond réellement aux attentes de la société, et même à tous les niveaux, collectivités, entreprises, associations, ce n'est pas qu'à l'État de prendre ça en charge. C'est un terme qui est en vogue depuis une petite trentaine d'années, c'est quand même un terme qui a une histoire assez longue maintenant. C'était une réflexion qui a été portée sur la méthode de décision. Donc c'est vraiment un enjeu procédural, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas en soi une contribution théorique très forte, selon moi, à la démocratie. C'est plutôt une réponse à un certain dysfonctionnement entre la logique représentative et la logique participative ou délibérative. Et donc la gouvernance repose sur deux idées fortes. La première, c'est que en élargissant les acteurs d'une prise de décision, on peut contribuer à inclure dans cette décision des éléments qui n'auraient pas été pris en compte parce que il y a certaines habitudes de décision, de considérer le problème, et que les acteurs clés de la décision, finalement, ils tournaient un peu en rond dans leur propre logique. La deuxième dimension qui est importante dans cette notion de gouvernance, c'est justement l'idée d'inclure des acteurs qui seraient sous-représentés ou dont la voix serait presque quasi inexistante pour certains d'entre eux dans les arènes de décision, dans les arènes de négociation, etc. Vous voyez, c'est là où on va retrouver la logique, la médiation entre la logique de la représentation et la logique de la participation, puisque sur cette logique-là, on souhaite inclure des acteurs qui seraient plus éloignés des dispositifs de décision. Si on donne un exemple typique, c'est à partir du début des années 90, avec l'émergence du concept de développement durable, c'est un concept qui va vraiment mettre en avant cette notion de gouvernance, en supposant une capacité de conciliation des intérêts entre le secteur économique, le secteur environnemental, le secteur social. C'est les fameux trois pâtés du développement durable. Il faut mettre en débat des choses qui sont difficiles à mettre en débat. Et ça, c'est le principe de la démocratie, c'est de mettre en débat des questions conflictuelles. La question, c'est de savoir comment on va résister collectivement, de manière équitable, aux conséquences locales, territoriales et internationales du réchauffement climatique. Tant que vous le faites à demi-mesure, comme la Convention citoyenne, vous allez produire des solutions techniques. Mais vous infléchirez pas profondément le modèle, finalement, le modèle consumériste, le modèle de travail, le modèle de mobilité, etc. Comment on va concilier la sobriété et l'égalité. Il y a un profond besoin de changement dans nos modèles de gouvernance. La crise démocratique actuelle ne pourra pas se résoudre en ajoutant quelques consultations par-ci par-là.
Le problème, c'est que nous sommes intriqués dans une matrice capitaliste et néolibérale qui empêche des changements profonds. C'est ça qui reste encore à faire bouger. À la prochaine. Elle fait pas un peu de cheap là, notre conclusion? Non mais il faut voir ça dans un ensemble, là. On crée suspense, on crée du lien pour la prochaine fois. Ouais, non, c'est cheap.